Bonjour, ici Gilles Drouin pour le département d'éducation physique du Cégep de Sainte-Foy. Il me fait un grand plaisir de vous présenter la capsule vidéo sur les caractéristiques du concept d'activité physique. En tout premier lieu, nous devons répondre à la question « Qu'est-ce que l'activité physique ?» Donc, quelle est la définition? Une des premières définitions est celle de l'Organisation mondiale de la santé qui définit l'activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie. Ce qui comprend bien sûr les mouvements effectués en travaillant, en jouant, en accomplissant les tâches ménagères, en se déplaçant et pendant les activités de loisirs. Une autre définition similaire de Bouchard et Shepard est que l'activité physique comprend toute forme de mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques et résultant en une augmentation de la dépense énergétique au-dessus du métabolisme de repos. Si l'on prend textuellement cette définition, on comprend qu'on ne peut réduire l'activité physique qu'à un domaine tel que les sports, mais bien à toutes les activités quotidiennes de la vie. Maintenant que l'on connaît la définition et que l'on sait que l'on ne peut pas réduire le concept à seulement au sport, comment peut-on caractériser l'activité physique? Eh bien, les spécialistes distinguent 4 dimensions principales, qui sont le domaine de pratique, la fréquence de l'activité, la durée de l'activité et l'intensité de l'activité. Maintenant que nous connaissons les caractéristiques, commençons par définir les domaines de pratique en activité physique. Alors, les principaux domaines de pratique sont les activités domestiques, les déplacements et les transports, les activités liées à l'occupation principale ainsi que les loisirs. Les activités domestiques concernent toutes les activités réalisées chez soi, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et cela, ça comprend bien sûr les activités de repos. Ça comprend faire la lessive, faire la vaisselle, se laver, entretenir la pelouse, entretenir l'entrée sous toutes les conditions. Pour les déplacements et transports, ce sont toutes les activités en automobile, en autobus, ça peut être aussi en vélo ou à pied, et encore là, dans toutes les conditions, même hivernales. Pour le domaine de pratique qui est des activités liées à l'occupation principale, on comprend bien sûr que c'est votre travail en tant qu'étudiant ou votre métier ou des activités professionnelles. Maintenant, ce qui concerne le domaine de pratique des loisirs, on retrouve bien sûr les divertissements, on retrouve aussi les exercices, les sports et les activités de plein air. J'aimerais porter votre attention sur un aspect qui est important. Dans la population générale, on a tendance à faire un amalgame entre l'activité physique et le sport ou l'activité physique et l'exercice. Souvent, on ne distingue pas, on dit, je ne fais pas d'activité physique, mais c'est parce qu'on relie l'activité physique qu'au sport et qu'à l'exercice. Eh bien, non, le sport et l'exercice sont effectivement des activités physiques, mais l'activité physique ne se limite pas au sport et à l'exercice. Ainsi, l'exercice est une activité physique de loisir. C'est une activité physique planifiée, structurée, répétitive, dont l'objectif est l'amélioration ou le maintien d'un ou plusieurs déterminants de la condition physique. Ces déterminants de la condition physique, nous en parlerons plus tard dans une autre capsule. Et maintenant pour le sport, qui est aussi une activité physique de loisir, on peut définir le sport comme une activité au cours de laquelle les participants adhèrent à un ensemble commun de règles et où un objectif est défini. Maintenant que nous avons bien compris ce qu'on entend par domaine de pratique, maintenant passons à une autre caractérisation de l'activité physique qui est la fréquence de l'activité. Qu'entendons-nous par fréquence? Eh bien, on se réfère au nombre d'événements d'activité physique pendant une période spécifique de temps. La fréquence permet de préciser la périodicité de la pratique de l'activité physique. Elle est généralement décrite en nombre de fois par semaine. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. C'est un nombre de répétitions que l'on fait avec cette activité. Maintenant, ce qui concerne la durée de l'activité, eh bien, la durée se réfère au temps en secondes, en minutes, en heures,
passé lors d'une seule période d'activité physique. Donc, la durée de l'activité physique permet de préciser les coordonnées temporelles d'une séance de travail physique. En ce qui concerne l'intensité, c'est le concept le plus complexe de toutes les caractérisations de l'activité physique. L'intensité se réfère à l'effort physiologique associé à la participation dans un type particulier d'activité physique, quel que soit le domaine. Alors, si la fréquence et la durée des activités physiques peuvent se définir quand même assez aisément et se conceptualiser aussi, il n'en est pas de même pour ce qui est de l'intensité. Un des problèmes majeurs dans le cas de l'intensité est les qualificatifs utilisés lorsqu'on veut décrire le niveau d'effort déployé. Faible, léger, modéré, intense, très intense. Comment peut-on décrire de manière assez réaliste et précise la sensation associée à un niveau d'effort particulier? Et c'est une entreprise qui est assez difficile, mais qui demeure possible, même si la perception associée à un effort donné peut varier d'un individu à l'autre. Donc, tout en demeurant conscient de cette difficulté, nous vous présentons des notions qui sont proposées par les plus hautes autorités intervenant dans le secteur et qui sera utilisée dans le cadre du cours d'éducation physique. Une des premières mesures que nous vous présentons est une mesure objective absolue utilisée en santé publique. On l'appelle le MET, M-E-T, pour Metabolic Equivalent of Task, ou l'équivalent métabolique de travail. Le MET, en fait, est défini comme le rapport entre la dépense énergétique liée à l'activité physique et le métabolisme de base. Donc, un MET correspond au niveau de dépense énergétique au repos, couché ou assis. L'avantage de l'utilisation du MET est qu'il se réfère au coût énergétique de l'activité. Et ce coût énergétique peut être mesuré et objectif. Il existe justement un compendium du coût énergétique de près de 1000 activités dans tous les domaines. Et je vous présente ici le site Internet qui vous permettra de le consulter en ligne ou en le téléchargeant. Et ce compendium, vous verrez, il est très exhaustif. Alors, vous avez ici, sur Internet, vous avez l'adresse qui vous rend sur la page que je vous présente actuellement. Alors, vous allez pouvoir consulter directement sur le site le coût énergétique pour certaines activités. En passant, il est en anglais. Toutefois, le compendium, vous pouvez l'avoir en français. Donc, vous avez juste à le sélectionner, soit pour le visualiser sur place ou tout simplement à le télécharger. Et voilà. Donc, vous avez ici, justement, la présentation du compendium avec le coût énergétique relié pour chaque activité. Pour des raisons pratiques et pour simplifier la compréhension, en santé publique, nous distinguons trois principaux niveaux d'intensité, soit faible, moyenne et élevée, ou d'autres termes, soit intensité légère, modérée et vigoureuse. Et pour chacune de ces intensités correspond un équivalent métabolique absolu. Par exemple, pour faible, toute activité qui correspond à moins de 3 fois le métabolisme de base, donc 3 METs, eh bien, nous considérons que c'est des activités de faible intensité. De 3 à 6 METs, l'intensité est modérée, et plus de 6 METs, eh bien, les activités sont considérées comme vigoureuses. En ce qui concerne le secteur clinique ou médical, vous remarquerez que l'on précise les intensités. Nous passons du secteur public à 3 niveaux à 6 niveaux d'intensité. Et nous mesurons aussi par des mesures objectives absolues. Toutefois, vous remarquerez qu'il y a une autre précision qui est selon des tranches d'âge. Donc, vous retrouverez la tranche d'âge 20-39 ans et la tranche d'âge 40-64 ans. Donc, pour nul, vous remarquerez que l'intensité est de 1 mètre et c'est tout à fait normal parce que c'est des activités de repos. Donc, lorsque l'on est en repos, il n'y a aucune intensité et la dépense énergétique correspond à 1 mètre. Donc,
au métabolisme de repos. Et par la suite, il y a des activités qui peuvent être très légères, modérées, intenses et bien sûr très intenses. Afin d'illustrer les différentes intensités de l'activité dans le secteur clinique que nous allons utiliser au cours d'éducation physique, André Quentin, professeur d'éducation physique au Cégep de Sainte-Foy, s'est prêté au jeu de représenter les intensités par la course sur tapis roulant. André marche actuellement à 1,6 km/h, qui est l'équivalent de moins de 3 mètres de dépense énergétique, et c'est considéré comme une activité légère, même très légère pour les 20-39 ans. Maintenant, André passera à une vitesse de 3,1 km/h, qui est un équivalent de 3,4 mètres, une dépense énergétique qui est considérée légère pour la plupart des tranches d'âge. Maintenant, à 4,7 km/h, qui est l'équivalent d'environ 5 à 6 mètres de dépense énergétique, c'est considéré comme une activité modérée. Maintenant, bientôt, André passera à la vitesse de 7 km/h. Comme vous pouvez remarquer, elle hésite entre marcher et courir. C'est tout à fait normal. C'est la vitesse entre la marche et la course à pied. C'est une activité qui est considérée modérée ou intense selon votre âge. Et maintenant, à 8 km/h, qui est l'équivalent de 8,5 mètres de dépense énergétique, c'est considéré comme une activité intense, mais une activité très intense pour les 40-64 ans. Ou bien sûr, si on prend les échelles de la santé publique. Maintenant, à 10 km/h, l'équivalent de 10,5 mètres, qui est une activité considérée très intense. Il y a une autre façon aussi de mesurer l'intensité de l'activité. Et cette mesure est objective relative. L'intensité relative, ce que l'on entend, c'est que le niveau d'intensité prend compte des différences interindividuelles pour la composition corporelle et de l'aptitude aérobie. Et c'est ainsi que l'on peut utiliser le pourcentage de la puissance aérobie de réserve. Qu'est-ce que la puissance aérobie de réserve? En fait, elle est déterminée par la différence entre la puissance aérobie maximale que l'on peut atteindre et son métabolisme de repos. Et qu'est-ce que la puissance aérobie maximale, la PAM? Elle correspond à la puissance atteinte à la consommation maximale d'oxygène, qui est la quantité maximale d'oxygène qu'un individu peut utiliser par unité de temps au cours d'un exercice cardiovasculaire. Elle s'exprime généralement en millilitres d'oxygène consommé par kilogramme par minute. La complexité de cette mesure provient de la difficulté à mesurer précisément cette puissance aérobie maximale. On peut l'estimer avec des tests indirects sous maximal, que même vous allez faire probablement dans le cours d'éducation physique, mais cela reste des mesures quand même qui n'est pas à la portée de tous. Ainsi, dans une approche plutôt santé publique, on n'utilisera pas la puissance aérobie maximale. Une autre façon de mesurer l'intensité de l'activité de façon relative est d'utiliser le pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve. Cette fréquence cardiaque de réserve correspond à l'amplitude cardiaque à l'intérieur de laquelle un individu peut évoluer dans des intensités d'effort. On peut dire aussi que la fréquence cardiaque de réserve correspond à la fréquence cardiaque maximale que l'on peut atteindre, à laquelle on soustrait la fréquence cardiaque de repos. Comment fait-on pour calculer la fréquence cardiaque maximale? Un peu plus simple que la puissance aérobie maximale. On peut le faire de façon mathématique
en appliquant la formule que vous voyez à l'écran. Toutefois, on peut faire un test à l'effort pour mesurer sa fréquence cardiaque maximale. Toutefois, ce n'est pas nécessairement conseillé, étant donné que ça demande justement un effort maximal à déployer. Donc, on peut se fier quand même à ce calcul mathématique, qui est une bonne estimation. Et pour ce qui est de la fréquence cardiaque de repos, eh bien, vous prenez vos fréquences cardiaques lorsque vous vous réveillez. Par la suite, un calcul mathématique peut s'appliquer et vous pouvez calculer le pourcentage de votre fréquence cardiaque de repos. La beauté de ces mesures est que l'on peut faire un lien très étroit entre le pourcentage de la puissance aérobie de réserve et le pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve. Si bien que l'on peut utiliser l'un et l'autre pour mesurer l'intensité de l'activité de façon relative tout en respectant les différences interindividuelles pour la composition corporelle et de l'aptitude aérobie. Finalement, une autre mesure est possible pour mesurer l'intensité de l'activité, qui est une mesure que l'on appelle plutôt subjective, que l'on appelle l'échelle de perception de l'effort ou le CR10. L'échelle de perception de l'effort correspond à l'évaluation subjective et globale de l'effort d'un individu. Cette mesure globale, basée sur des sensations physiques et psychiques de la personne, tient compte, bien sûr, de la condition physique, des conditions environnementales et du niveau de fatigue générale. Cette dernière, si vous remarquez, elle est graduée de 0, qui correspond à l'absence d'effort physique, tel que lorsqu'on dort, et le 10 correspond à l'effort le plus difficile que l'on puisse fournir. On y a même ajouté la valeur 11 sur 10 pour représenter les efforts supramaximaux. Étant donné que cette mesure subjective fait appel aux sensations physiques et psychiques de la personne, qui tient compte aussi de la condition physique et des conditions environnementales, ainsi que le niveau de fatigue, on peut associer à cette échelle des signes physiologiques qui vont nous permettre de bien qualifier les différentes intensités entre intensité nulle et très intense. Et cette méthode est quand même généralement fiable car elle a démontré que l'évolution de la perception de l'effort est quasiment identique à celle vraiment de la fréquence cardiaque ou de la puissance aérobie. Même que cette mesure est utilisée en médecine et même en entraînement sportif pour évaluer l'intensité d'un exercice ou d'une compétition et déduire la charge d'entraînement. Par ailleurs, pour être adéquatement utilisée, cette échelle nécessite un apprentissage. Il faut que vous viviez des expériences d'effort à différents niveaux d'intensité afin de bien discriminer les signes physiologiques. Et c'est pour cette raison que vous serez amené à vivre probablement des laboratoires vous permettant cet apprentissage au cours d'éducation physique. Et voilà, vous êtes en mesure de bien comprendre les concepts et de bien caractériser l'activité physique selon le domaine de pratique, la fréquence de l'activité, la durée de l'activité ainsi que son intensité. Ici Gilles Drouin pour le département d'éducation physique. Je vous dis au revoir et à la prochaine capsule.